Bonjour, je m'appelle Jenna et vous écoutez Nos Voix Trans. Je suis désolée d'avoir laissé passer autant de temps depuis le dernier épisode. La vie, les marges des fiertés, le vote et la déception de la loi sur la PMA, et, je l'admets rarement en public, la dépression, m'ont tenu trop loin de mes engagements sans m'en épargner la culpabilité. J'espère que vous pourrez emporter cet épisode plein d'espoir en vacances. Continuez d'écouter, de partager et de m'envoyer vos feedbacks et réflexions. Elles seront toutes lues et appréciées. Si vous voulez faire une réponse ou une réaction audio, elle pourra être diffusée dans un prochain épisode. Quand j'ai rencontré Laurier, nous étions ensemble dans la préparation d'une Pride, dans ce qui est devenu par la suite le collectif non-binaire. Nous avons beaucoup changé depuis. Laurier est illustrateur et auteur de bande dessinée. Vous avez peut-être déjà vu son travail pour le collectif intersexé allié, C'est pas mon genre, ou des campagnes féministes, et aussi, certainement, son magnifique projet Reconnaîtrance. Contraction de reconnaissance et de transidentité, Reconnaîtrance est une bande dessinée qui a pour but de mettre en lumière la vie des personnes transgenres et ou non-binaires, ainsi que les actes, paroles, situations transphobes, NB-phobes, cis-sexistes, qu'elles subissent, que nous subissons. D'abord sur Tumblr, après le grand succès de sa campagne de financement participatif, l'album et les nombreux cadeaux que Laurier a prévus autour devraient sortir bientôt. Je suis honorée de le recevoir. Bonjour Laurier. Bonjour. Merci d'être venu. Et puis on va commencer directement. Comment est-ce que tu as entendu parler de transidentité la première fois ? Déjà, je veux dire merci à toi, surtout. C'est toi qui initie tout ça, c'est toi qui fais tout le boulot. Et puis, je suis très honoré que tu m'aies demandé de participer. Du coup, c'est comment j'ai découvert le concept de transidentité. Ouais. C'est pas si simple. Ça l'est jamais. Oui, c'est pour ça que j'ai pris des notes parce que ça... En fait, je dirais que la première occurrence, ça doit être en 2012. Parce que bien avant ça, donc je suis né en 84. Et en fait, les premières personnes trans que j'ai pu voir dans ma vie, donc dans les années 80-90, c'était les personnes trans travailleuses du sexe au Bois de Boulogne, à TF1, 20h le soir. Donc je ne comprenais absolument pas et je relatais absolument pas. J'avais pas d'a priori, rien du tout. J'étais juste en mode ok. Et j'étais aussi assez triste de voir les conditions de vie. Ça avait l'air vachement dangereux. Ça avait l'air... Enfin, pour elle. Et du coup, ça a mis énormément de temps. Mais en 2012, c'est là où j'ai réussi à remonter le plus. Je suis tombé sur un texte sur le blog de Douam, Hippomée. Donc, qui est voilà, une personne qui tatoue, qui illustrateuriste, tout ça, tout ça. Et son article s'intitulait « Je ne suis pas une fille ». Il n'était pas très long, mais je l'ai lu, relu, et j'ai vraiment relaté, mais bien qu'elle parle de transidentité vite fait un peu dedans, j'ai pas plus cherché que ça, et c'était assez flou encore pour moi. J'étais encore vraiment dans l'idée que c'était... c'est un petit peu, comment dire, le côté féministe en mode je ne rentre pas dans les stéréotypes féminins. Je l'ai pris comme ça, mais il y a quelque chose, il y a un truc qui m'a remis, mais j'ai pas su quoi. C'est pas de grande révélation quoi que ce soit, mais ça a commencé comme ça. Et en fait, j'ai envie de dire que c'est grâce au féminisme que j'ai découvert la transidentité. On explicitera plus en détail tout à l'heure dans d'autres questions. Mais en gros, je suis passé par le féminisme particulièrement ensuite queer, m'a amené à des milieux polia, je suis polyamoureux, ensuite, et aussi des milieux BDSM, tout ça queer, pour finalement, suite à une rencontre dans ces milieux, arriver dans une asso LGBTI, et là, en parallèle aussi,
commencé à lire des planches de Sophie Labelle et puis, lire sur le concept de non-binarité et heu et finalement, heu et finalement la transidentité. Mais oui, ça a été vraiment en cascade et ça a pas été très simple. Ça a été très long et très lent. Et une fois que tu as découvert, c'est venu petit à petit le fait de le lier à toi? Oui, ça a été encore plus long. Hem, toujours en fait, je par rapport à ce que je lisais, par rapport à ce que je voyais, on va dire que, heu et aussi, j'avais commencé à me poser des questions, en 2013 parce que j'avais commencé à regarder la youtubeuse, la malheureusement, célèbre youtubeuse Lacey Green qui est Ah oui. devenue, voilà, qui est malheureusement devenue, une alt-right, depuis et TERF et tout ce qu'on veut. Mais dans ses toutes premières vidéos, très, très féministes, elle avait fait notamment une vidéo qui s'intitulait «Les garçons peuvent avoir un vagin» et avec toute une vidéo en expliquant la différence entre, les organes génitaux et le genre. Avec le fait que, en gros en utilisant des valises, c'était très simple, très éducatif et j'ai dû la regarder une dizaine de fois. Et ça, c'était en 2013 et au même moment, il y avait aussi la manif pour tous qui, pas mal chamboulé aussi et pour arriver à le relier à moi, en fait, je suis d'abord passée par la non-binarité. La première chose que j'ai vraiment, vraiment reliée à moi, c'est, effectivement, c'est la non-binarité via plein d'articles de blog, via des vidéos. Par exemple, il y avait la vidéo de Ruby Rose aussi, qui m'avait, beaucoup marquée à un moment donné et à une époque, en termes de féminisme, en ligne, ah bah, j'ai été aussi, dans les forums de Mademoiselle. Alors depuis, que je dirais plutôt c'est Bademoiselle, mais on se sait. Heu, mais sur les forums, j'ai eu des conversations complètement passionnantes avec, on va dire que le forum il y avait des personnes beaucoup plus passionnantes et beaucoup plus déconstruites que dans le magazine en lui-même et j'ai vraiment pu explorer. Je devais avoir, 30 ans, quand j'ai commencé vraiment à explorer la non-binarité, à prendre mon temps, à utiliser un nouveau prénom, des nouveaux pronoms, à parler un petit peu autour de moi petit à petit, et vraiment d'abord beaucoup, beaucoup en ligne, puis à en parler à mes amis autour de moi. Vraiment petit à petit, puis me dire: «Bah, ça y est, c'est ça. Voilà, je suis non binaire ou agenre», je savais pas trop. C'est bon, c'est ça, on n'en parle plus. C'est Et à ce puis moment-là finalement qu'on s'est non, rencontrés, tout à fait. avec la même analyse sur moi à ce moment-là d'ailleurs. Et puis finalement, bah, c'était pas tout. Ça a pris donc, à ce moment-là, donc c'était en 2014, j'ai eu 30 ans. Mon premier coming out non binaire en ligne, ça a été en 2015. Ensuite, le coming out non binaire à la famille, c'était 2016. Courant 2016, je dis que je suis un mec trans, non binaire, et puis finalement, après définitivement, j'ai beaucoup plus entériné le côté trans à partir, bah, grâce à de l'euphorie de genre. Parce que souvent, c'est ce que je dis, c'est que j'ai pas du tout de dysphorie. C'est ça et ça a été très, très compliqué à gérer parce que comment on dit? Les seuls narratifs que j'avais, autour de moi, c'était des choses extrêmement, bah, toi-même tu sais, extrêmement normées avec un début de transition, une fin de transition, avec, des passages obligés de chirurgie. C'est des choses qui me parlaient pas du tout. C'est pour ça que je pense aussi, je me suis tournée vers la non-binarité au début. Et en fait, j'ai eu une petite amie qui était une femme trans. Et elle m'a énormément aidée. Donc quand on est sortis ensemble, donc pour moi, je me déclarais non-binaire.
Elle m'a énormément, énormément. Elle était très bienveillante. Elle a vraiment pris soin de moi là-dessus. Elle m'a écouté. Elle m'a laissé un peu parler de toutes mes interrogations. Elle me posait des petites questions. Elle me faisait rencontrer ses autres amoureux et ses amis. Euh, Roxane, si tu nous écoutes, merci beaucoup. Et puis un jour, elle m'a dit, tu sais, on peut tester de te faire une barbe au mascara. J'étais en mode, tu sais faire? Elle me dit, oh oui. Pourquoi pas? Je savais pas trop, j'avais envie, mais j'étais un peu dubitatif. Et elle l'a fait, et là, ça a été gigantesque. Pourtant, de près, on voyait que c'était pas une vraie barbe, mais déjà, ensuite, elle a fait des photos de moi avec ça. J'avais un sourire jusque-là. Et deuxième chose, ensuite, on a fait un test. On est sorti dans la rue, c'était en été. Euh, et là, elle me dit, on va faire un test social. Elle m'a lâché la main, elle dit, passe sur le trottoir. Et en fait, sur le trottoir en face, arrivaient 3 mecs de front. Et je suis passée, je me suis pas poussée, et c'est eux qui se sont écartés. Et là, là c'était ok, je passe. Et puis plus tard, en fait, j'ai moi-même acheté du mascara et j'ai réessayé chez moi tout seul dans ma salle de bain la nuit. Et j'ai dû faire une centaine de selfies alors que j'avais horreur de me prendre en photo avant. Et c'est vraiment là que j'ai su, je fais ok. Après, on peut très bien passer par là en étant non-binaire. Mais en fait, j'avais une fausse idée de la non-binarité que je relatais plutôt à un côté de volonté de casser des stéréotypes en fait de genre, alors que c'est pas du tout ça. Et j'ai mis un moment en fait à comprendre ce que c'était vraiment la non-binarité et de voir qu'en fait je n'étais pas non-binaire. C'est un petit peu. Au contraire, c'est un beau parcours bien concis, bien résumé. J'essaye. Et puis même, je regarde les questions que j'avais prévues. Coming out approach, on l'a évoqué. Les transitions sociales, administratives, médicales. Est-ce que tu as des choses à ajouter sur le sujet? Pour le coming out aux proches, pour ajouter que le premier coming out non binaire que j'ai fait, ça s'est bien passé parce que j'ai l'impression que comme je leur parlais pas de chirurgie, comme je leur parlais pas de changement de prénom, enfin, comme je leur parlais pas de changement majeur, que je parlais juste de changement de pronom, et que même si je faisais un petit changement de prénom et qu'il n'y avait rien de définitif au niveau administratif, c'est très très bien passé, mais je pense qu'ils n'ont pas vraiment compris en fait. C'est très bien passé du côté de mes grands-parents maternels, qui sont les seuls qui restent actuellement, et de ma mère. C'était en mode, ok, sans vraiment comprendre ni savoir, même si je leur ai expliqué, c'était plus ou moins un non-événement, comme mon tout premier coming out bisexuel. Parce qu'il n'y avait pas de Mais conséquences pour eux, en fait. c'est exactement ça. Sauf si je leur demandais, bah, est-ce que vous pouvez plutôt me genrer au neutre ou éviter de me genrer au féminin. T'as mon grand-père qui est un rescapé des camps de concentration, était relativement inquiet parce qu'il avait très très peur. Du coup, si je le disais en public, bah, du coup que je me fasse discriminer, déporter si on était dans un état de crise. Ouais. Donc oui, oui. Donc, j'ai dû lui expliquer que oui, bah, effectivement, c'était un risque que j'étais prêt à courir. Mais ça a été... j'ai vraiment, vraiment plutôt essayé de le rassurer au départ. Et puis, donc, du côté de mon père, déjà, on a une grosse relation très, très, très compliquée. Il est violent physiquement et moralement. J'ai failli couper les ponts avec lui pendant des années et à chaque fois, je lui ai pardonné. Et puis donc pareil, il m'a pas pris au sérieux. Et puis plus tard, après, donc il s'est passé moins d'un an en fait entre mes deux coming out. Quand j'ai fait le deuxième et que après j'ai voulu vraiment commencer à faire certaines démarches, là ça s'est assez mal passé, très mal passé du côté de mon père, mais je m'y attendais. Et du côté de ma mère, même s'elle était elle me soutenait. Elle était complètement perdue et elle a bien mis plus de 2 ans à comprendre que ce n'était pas de sa faute, qu'elle n'avait pas besoin de faire appel à Freud ou à Lacan
pour expliciter qui j'étais. Même si elle était, voilà, elle me soutenait, elle était gentille, elle a pas été désagréable ou quoi que ce soit, mais elle essayait absolument de comprendre s'il y avait une raison, quelque chose qui faisait que, à un moment donné, pourquoi j'étais devenue comme ça, ou pourquoi j'étais comme ça intrinsèquement, et qu'est-ce qui faisait. Et c'était très 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 compliqué à comprendre pour elle, malgré tous les liens, les vidéos, les articles que j'ai pu lui envoyer, elle les regardait pas. Donc il fallait que je sois avec elle et qu'on regarde la vidéo ensemble, et même là, c'est pas mal dans le déni, c'était compliqué. Mais globalement, ça s'est bien passé. Et mon père, là, ça va bientôt faire 3 ans que j'ai coupé définitivement les ponts avec lui. Parce que j'ai essayé de continuer à faire beaucoup d'efforts, malgré le type de personne que c'est, qui est vraiment une personne abusive, malveillante et violente. Et au bout d'un moment, j'ai décidé d'arrêter les frais. Même s'il essaye toujours de continuer à me contacter. Je pense on parle souvent de pervers narcissique, je pense qu'on n'est pas trop loin de la def en le concernant, même si voilà, je suis pas spécialisée ou habilitée à donner des diagnostics. Pour les transitions, ça doit faire en gros 8 ans effectivement qu'il y a eu la première occurrence. Ça fait 6 ans que j'ai fait mon coming out à moi-même. Enfin, premier, on va dire, cassage d'œuf. Au niveau social. Et ensuite, au niveau administratif et médical, ça fait 3 ans que j'ai eu mon changement de prénom et mon changement d'état civil. Et en même temps, ça va faire 3 ans en mars que je suis sous testostérone. Donc j'ai fait à peu près tout dans la même année. À partir du moment où c'était, on va dire, que je le savais à moi-même, tout devait aller à ce moment-là très vite. Et tout s'est fait à peu près dans la même année. Pour le reste, pendant très longtemps, je voulais faire une mammae. Mais je me suis rendu compte que c'était surtout parce que je ne voyais que des mecs trans avec des mamecs, avec des torses plats, bien, avec, sans cicatrice, et alors que j'ai zéro dysphorie par rapport à mon torse. Et il y a une part de moi qui est toujours en mode ah, mais si je l'avais fait, je pourrais être torse nu en été. C'est non négligeable. Mais en même temps, j'ai 36 ans, pas des masses de sport, et je sais que vu le type de peau, tout ça et tout, je pourrais avoir vraiment des choses, vraiment des cicatrices qui risquent de plus me rendre, on va dire, dysphorique qu'autre chose, enfin, de me rendre mal. Et en fait, j'essaye de prendre le parti du fait que j'aime beaucoup ma poitrine et que j'ai pas en fait à l'enlever. Et c'est compliqué parce qu'on n'est pas nombreux du coup à essayer d'être fier justement de ça et pas passer par cette case-là et pas se plier justement à la normativité, à la cis-normativité par rapport. Ouais. Ah, voilà. Est-ce que tu veux des enfants? Non, je ne veux pas d'enfants. Ce qui est marrant, c'est que j'ai beaucoup travaillé avec des enfants au cours de ma vie avant d'être auteur de BD. Babysitter, bien sûr, mais j'ai travaillé un peu, on va dire, le fait d'encadrer des enfants, leur faire des activités souvent liées à des choses artistiques, comme ça. Et je me suis toujours extrêmement bien entendu avec les enfants parce que c'est parce que j'ai le même âge mental que mais surtout parce que je m'assois par terre, je fais des dessins, j'arrive à m'amuser de ce qui les amuse. Je me vois pas du tout comme un adulte malgré mes 36 ans. Du coup, j'ai pas trop de mal par rapport à ça. Et non, mais par contre, en avoir moi-même, déjà, ça me stresse. La grossesse, c'était vraiment une phobie pendant très longtemps, justement pour le jour de mes 30 ans. J'ai eu recours à une stérilisation volontaire. Et ça a été, je pense que ça a été aussi le premier des choses qui m'a libérée, qui m'a fait du bien, que j'ai fait pour moi-même. Et je me suis fait un tatouage dans la foulée, le premier tatouage d'une longue lignée de tatouages. Et reprendre possession de mon corps. Ouais.
et de plus avoir cette terreur en fait de tomber enceinte. Et j'ai dû acheter une quantité assez faramineuse dans ma vie de préservatifs, de pilules et aussi de tests du lendemain. Euh, donc non, je pas d'enfant, mais même après, en dehors de la grossesse, même à adopter, je suis quelqu'un d'extrêmement anxieux. Et quand je vois comment je m'occupe déjà de mes plantes et de mes chats, et de là, il a neigé aujourd'hui, et j'ai mis des graines pour les oiseaux dehors, et je culpabilise parce que je leur ai pas fait de boulettes de graisse, et je me dis, oh mon Dieu, je vais avoir des morts d'oiseaux sur la conscience. Donc, avoir un enfant, surtout que oui, j'ai une petite demi-sœur où on a énormément d'écart, j'en ai 36, elle en a 18. Donc et puis quand elle est née, je l'ai quasiment élevée à une période, pendant, pendant 3 ans. Donc vraiment, je sais tout ce qu'il y a à faire pour les enfants, mais euh, quand j'étais seule avec elle et que mon père, ma belle-mère n'étaient pas là, bah, en fait, je quittais pas sa chambre quand elle était nourrisson, parce que surtout elle était prématurée, parce que j'ai été terrorisée qu'elle fasse la mort du nourrisson. Ça m'est arrivé de passer la nuit entière à côté sans dormir parce que j'étais terrorisée qu'elle décède. Donc non, je suis pas sûre d'avoir le temps, l'énergie et effectivement l'état mental pour pouvoir avoir des enfants à ce niveau-là. Est-ce que ton orientation sexuelle, sentimentale a changé avec la transition? Tout à fait. C'est quelque chose que je pensais qui allait être immuable parce qu'on entend souvent on est comme ci, comme ça, et pour répondre souvent aux personnes qui me disent ah, mais vous avez choisi votre style de vie. Et en fait, c'est une mauvaise réponse de dire bah non, je n'ai pas choisi, je suis né comme ça. Mais en fait, c'est pas une bonne réponse parce qu'en vrai, c'est bah, même si je l'avais choisi, enfin, tu me dois le respect en fait. Je ne suis pas moins légitime, même si j'avais choisi en fait mon orientation sexuelle ou si j'avais choisi d'être trans, je ne suis pas moins légitime à l'être et tu me dois le respect. Et du coup, ben, au départ, j'étais donc une meuf cis euh, hétéro par défaut. Mais en fait, ça n'a pas duré très longtemps où je me suis rendu compte que bah, en fait, j'étais bi. J'avais des gros crushs sur des types de meufs. Et bon, malheureusement, systématiquement, c'était des meufs hétéros. Donc ça a été compliqué. Notre malédiction à toutes. Voilà, toi-même tu sais. Euh, et puis, alors, j'ai eu une aventure avec, bien avant, donc quand j'ai pensé que j'étais encore petite, avec une jeune fille de mon âge, mais ça a été juste, en fait, on va dire un coup d'un soir, comme on dit comme ça. Mais moi, j'étais très naïf à l'époque. Je commençais plus ou moins à accrocher tout ça, jusqu'à ce que je me rende compte qu'en fait, non, 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 c'est juste comme ça. Ça a été un peu compliqué à suivre, sachant que juste avant, je m'étais fait prendre avant par une amie dont j'étais très très amoureuse. Ça faisait plusieurs années que j'étais très amoureux, donc je m'étais déclaré, je m'étais pris un vent assez monumental, et avec pas mal de lesbophobie. Ensuite, j'ai fait plus ou moins un coming out bi, mais j'étais pas du tout dans des milieux LGBT, donc bon, ça menait à grand chose de plus. Et les deux premières personnes avec qui je suis sortie et je suis restée pendant très longtemps, c'était des mecs 6-7. Un mec 6-7 et un mec 6-bi. Et pas bien passé. Turns out, ça s'est pas bien passé. Euh, et puis donc, il s'est passé du temps. Ensuite, je me suis dit que j'étais plutôt pan. Euh, Finalement, même si en fait bi et pan c'est la même chose sur le côté, bah, je sors avec une personne, peu importe le genre. Et du coup, j'ai commencé à faire ma transition à ce moment-là. Donc, je suis polyamoureux. Donc, je sortais avec, j'avais à ce moment-là 6 chéris différents. Donc, des personnes trans non binaires, des mecs cis, femmes trans. Et pendant la première année où j'ai commencé à prendre de la testo, où
J'ai j'ai changé les prénoms administrativement, tout ça et tout. Petit à petit, je me suis rendu compte que, parce que je me définissais comme, en gros, bisexuel, biromantique, enfin, ou pansexuel, panromantique, pareil. Et petit à petit, je me suis rendu compte que bah, j'avais tendance à crocher sur les mecs, soit des mecs trans, des personnes non binaires, vachement plus masques. Et uniquement, ensuite, de plus en plus, ça s'est fait. Et après, c'était bah, uniquement, en fait. J'ai bon, alors je suis peut-être bisexuel et homo-romantique. Pas grave. Il y a des choses qui vont changer dans mes relations, mais jusque-là, tout va bien. Enfin, à peu près. Euh, et puis finalement, ça a continué de glisser comme ça pour me dire, mais en fait, je suis gay. Voilà, voilà. Je suis homosexuel et homo-romantique. Donc ça a été assez compliqué pour les relations, les amoureuses que j'avais. Ouais. Mais j'ai vraiment été ultra honnête là-dessus. Parce qu'on était toujours dans un côté communication, tout ce qu'on ressent, tout ça. Bon, bah, les deux chéris avec qui j'ai rompu, bah, ça leur a pas fait du bien, mais on est toujours amis. Elles ont mis un moment avant de s'en remettre, mais elles m'en voulaient pas particulièrement. J'avais été honnête sur ce que je ressentais, surtout que je leur dis, je leur faisais des mises à jour régulières. Et en plus, elles s'en doutaient un petit peu parce elles savaient que ce genre de choses pouvait changer effectivement avec la transition. Ouais. Donc voilà, aujourd'hui, bah, je suis un mec trans gay et efféminé. Donc voilà, oui, je me suis rendu compte que les orientations sexuelles pouvaient être fluides comme le genre. Oui, tout à fait. Est-ce que tu as une... Qu'est-ce que c'est ta plus grande fierté personnelle? Alors ça, c'est une question ultra difficile parce que syndrome de l'imposteur, toi-même, tu sais. Euh, Mais j'aime bien pousser à parler positivement. J'entends bien, non, non, c'est très très cool. J'ai, je sais pas, j'ai beaucoup de. Souvent, je me dis, enfin, j'ai pas forcément de fierté entre guillemets personnelle parce que à chaque fois, je me dis, mais si j'en suis là aujourd'hui, je le sais que je le dois à telle personne, telle personne, telle personne, telle personne. Et Et c'est jamais vraiment, toi. et, euh, et après, je suis en train de réfléchir. J'ai été très très, pardon, excuse-moi. On coupe 30 secondes, j'ai le chat qui veut sortir et si je le sors pas, elle va miauler pendant 1 heure. Donc, Ça je pense marche. qu'elle va rentrer dans les 5 secondes parce qu'il y a 5 cm de neige dehors. Mais... Voilà. Je crois que, enfin, je sais pas si on peut rentrer ça dans les fiertés personnelles, mais j'ai été très très fière de moi, enfin, d'avoir passé le pas pour ma stérilisation volontaire et de faire mon premier tatouage. Enfin, je sais pas si ça rentre dans les fiertés personnelles, mais j'étais tellement heureux d'être, de me réapproprier enfin mon corps et de vraiment être moi, parce que toute ma vie, j'ai vraiment eu un souci d'essayer de plaire à tout le monde, en toutes circonstances, tout le temps, par peur du rejet, entre autres, mais plein d'autres choses. Et d'avoir vraiment ce moment, ce sentiment de félicité, où d'un seul coup, tu as vraiment l'impression d'exister. De plus juste être une espèce d'enveloppe un petit peu translucide, où les désirs des autres te colorent. D'un seul coup d'être concret, compact, un peu comme un mur, et d'être en disant, bah voilà, ça y est, quelqu'un d'à part entière, que j'ai décidé de faire quelque chose moi-même et d'y aller jusqu'au bout. Je trouve que ça peut vraiment être un sujet de fierté quand on sait la résistance du corps médical, quand on essaye d'obtenir une stérilisation volontaire à ton âge, sans avoir eu d'enfant. On sait que c'est un parcours du combattant, quoi. C'est pas faux. D'ailleurs, pour les personnes qui écoutent, il y a un groupe qui existe, stérilisation volontaire sur Facebook. Puis encore, bon, je suis un co-modérateur fantôme. Ça fait très longtemps que je m'en occupe plus, mais j'ai plein de co-modératrices qui font un excellent taf. Et je crois qu'on est près de 15 000 dessus.
Voilà, c'est pas toujours facile parce que en termes de modération, on a tendance à être un peu dur, parce que voilà, c'est compliqué de gérer autant de personnes. Beaucoup ne sont pas déconstruites et on essaye d'avoir de la place pour tout le monde, que ce soit autant les child free que les personnes avec des enfants et puis les personnes trans aussi, tout ça. Donc voilà, c'est pas un safe space, mais vous aurez toutes les informations si vous voulez accéder à la stérilisation volontaire et les noms de médecins. Très bien, très bonne initiative. Est-ce que tu te considères militant? Tout à fait. C'est un grand oui. Est-ce que tu veux raconter ton parcours? Ouais, ça rejoint un petit peu ce qu'on disait au début. Comment j'ai découvert la transidentité, parce que finalement, mon parcours militant a suivi la même chose. On va dire que j'ai commencé, donc, ma mère est féministe, mais féministe deuxième vague. Donc, elle m'a déjà formée droit de vote, l'IVG, la contraception, le planning familial. Elle était très à fond sur le côté, du coup, il faut absolument que tu aies des diplômes, faire des études, que tu ne dépendes jamais d'un homme. Donc oui, vraiment des bonnes choses. Mais c'est vrai qu'elle était jamais allée au-delà. Pour ça, je dis deuxième vague, parce que elle est blanche, elle est cisgenre, elle est hétéro, elle fait partie de ce que je pourrais dire, c'est la gauche intello classe moyenne, voire classe moyenne plus, qui a fait des études en psy, donc Freud, Lacan, tout ça. Et donc sur les questions du voile, du racisme, tout ça, on va dire que je partais de très très loin. Mais voilà, j'avais déjà une base. Et grâce à cette base, et grâce effectivement au journal Mademoiselle, enfin en tout cas au forum, il y avait plein de gens intéressants dessus, j'ai commencé à effectivement me renseigner sur plein de sujets où j'avais pas d'avis. Par exemple, sur le voile, j'avais pas d'avis. Sur le travail du sexe, j'avais pas d'avis. Et je suis content, heureusement, de pas être tombé sur les premières choses que j'ai lues sur, par exemple, le nid, sur des propos, effectivement, sur un féminisme qui est plutophobe et qui est islamophobe ou des choses comme ça. Je suis vraiment content d'être tombé sur des personnes sur le forum qui m'ont orienté vers des lectures de concernés, qui parlaient vraiment de leur vie et de pourquoi et de qu'est-ce que c'était l'intersectionnalité, qu'est-ce que c'était l'afroféminisme du coup, qui avait inventé l'intersectionnalité. Voilà. Donc déjà, je suis passée par tout ça et je militais beaucoup en ligne surtout et auprès de ma famille un peu. Et où j'ai commencé vraiment à militer, on va dire, dans les manifs, c'était à partir de la manif pour tous en 2013. Ça a été tellement violent, c'était un tel déferlement de haine. J'ai vraiment, je pense que la plupart des gens de mon âge, je suis vraiment restée sur le cul. Parce que je vivais dans un petit milieu très protégé, même si c'était que des 6-7 autour de moi, et que des blancs 6-7. Ou comme on me voyait comme 6-7, j'ai jamais vécu particulièrement d'oppression par rapport à mon genre actuel. J'avais entendu beaucoup de propos, j'avais entendu des propos plutophobes, j'avais entendu des propos lesbophobes, beaucoup de choses comme ça. Et souvent, c'était sur le côté non, mais c'est des cons. J'avais pas encore la lecture des oppressions systémiques, Bourdieu, tout ça, entre autres. Et quand il y a eu la manif pour tous, avec ma mère, on a pu un peu parler. Elle me dit, mais tu sais, pour le Pax, ça a été la même. Ça a été la même chose. Et du coup, j'ai commencé à me renseigner. Et puis, j'ai commencé à suivre les pages de AIDS, j'ai commencé à suivre SOS, j'ai commencé à suivre ACT UP, à me renseigner un peu sur ACT UP. Et là, déjà, j'ai fait un pas dans le militantisme et je me suis rendu compte. Et puis, tout ce qu'on appelle un peu l'anarcho-communisme, voilà, avec les Black Blocs, tout ça et tout. Donc, c'est vraiment à partir de la manif pour tous que j'ai commencé à être un peu plus vénère dans mes propos. J'ai lu plus de choses. Bon, il faut les remercier. Voilà. Ça crée de la réactance. Voilà. Il y a eu le projet 17 mai, le projet de bande dessinée qui avait été fait par l'éditeur des ailes sur l'éditeur.
et je suis tombée sur la dessinatrice de bande dessinée Erika Moen, euh, qui est américaine, je me rappelle bien. Oui, je sais jamais si elle est anglaise ou américaine. Je crois qu'elle est américaine. Euh, qui a participé du coup au projet 17 mai et qui parlait justement du parapluie queer. Et c'est la première fois que j'entendais parler du mot. Euh, et puis bah, c'est à la même période que j'ai beaucoup regardé de vidéos de Lacey Green. Et on va dire suite à ça, effectivement, après, j'ai commencé à rentrer dans les milieux féministes plus queer avec le polia et aussi le BDSM. Euh, et petit à petit, effectivement, dans les assos LGBTI. Et à partir de là, j'ai vraiment commencé à m'entourer d'adelphes. Et au niveau militantisme, ça a vraiment explosé, on va dire, à ce moment-là. Mais ça m'a pris... Ça a dû être à partir de 2013 jusqu'à aujourd'hui. Ça s'est fait vraiment progressivement et c'est au fur et à mesure de mes lectures. Mais quand je dis vraiment la base de tout, c'est le féminisme parce que ça m'a permis de déconstruire, en fait, de comprendre le sexisme, les stéréotypes, les constructions sociales, le genre, le virilisme, le patriarcat. Je pense que sans ça, comme j'ai pas, par rapport à la transidentité en tout cas, sans ça, comme j'ai jamais eu ce sentiment d'être en mode, bah, en fait, je suis un garçon. J'avais juste l'impression de pas fit, mais je savais pas pourquoi. Sans ça, je suis pas sûre que j'aurais réussi à faire mon coming out ou que je l'aurais fait tout court en fait dans ma vie. C'est vraiment le féminisme qui m'a aidé sur ça. Je rajoutais parce que j'avais oublié. Et souvent je le dis parce qu'on l'oublie. Bah, oui, effectivement, certains mecs trans, bah, c'est des féministes vénères à la base. Très bien de pas l'oublier. Enfin voilà. Donc c'est à peu près ça. Et puis voilà, petit à petit. Ensuite, en 2017, je décide de créer Reconnaissance. C'est à la suite de la lecture. Donc avant ça, il s'est passé Paye ta schneck, le projet Crocodile, tout ça. Ça s'est enchaîné après la manif tous. Et donc suite à ça, je me suis dit, j'aimerais vraiment créer la même chose, mais pour les personnes trans. Et les potes m'ont dit, bah vas-y, pourquoi pas. Et à ce moment-là, on peut dire que j'ai été vraiment, on va dire que, en plus des manifs que je faisais IRL, j'ai été beaucoup plus, enfin, pas performatif, mais on va dire que je militais beaucoup plus, enfin de manière concrète, on va dire, sur les réseaux sociaux via la bande dessinée. J'avais l'impression de faire quelque chose de concret en plus des manifs. Est-ce que tu veux détailler un peu Reconnaissance ? Donc Reconnaissance, qui est contraction de reconnaissance et transidentité. Enfin, j'ai réussi à trouver le titre grâce à mon conjoint, avec qui je suis depuis 10 ans. On avait mis plein de trucs et on cherchait, et c'est lui qui a trouvé le mot. Rendons, voilà, on dit à César ce qui est à César. C'est donc un projet qui est né d'abord sur le Tumblr, avec des témoignages de personnes trans et non-binaires sur la transphobie, l'NBiphobie, le cissexisme qu'elles subissent, mais aussi des choses positives. Que c'est dans le mot, c'est reconnaissance. Pas que reconnaissance de la transphobie, mais de la transidentité en général. Donc il y a plus effectivement de témoignages de transphobie, forcément. Et c'était vraiment pour visibiliser, je pense que le déclic que j'ai eu aussi un jour, c'est sur les réseaux sociaux, sur Twitter notamment. C'est là où je milite le plus. Twitter, quelqu'un m'a dit, une personne random, un mec cis, m'a dit de toute façon, la transphobie, ça n'existe pas. Et je fais ok. Bah, c'est plutôt une bonne nouvelle. Si c'était vrai, oui, ça serait bien. Hein. Écoute, j'avais envie de dire. À chaque fois, ces personnes, je leur dis mais si c'était le cas, est-ce que tu crois que je passerais la moitié de ma vie à faire chier les gens sur les réseaux sociaux, à gueuler ou aller en manif? Enfin, Je sais pas ce qu'on se complaît dans un rôle de victime, ça. Tout à fait, la grande victimisation. Je passerais mon temps dans mon potager ou à faire des petits Mickey. J'aurais tellement de temps supplémentaire. Et donc ça va faire 3 ans que ce projet existe.
Et aujourd'hui, après une campagne de crowdfunding sur Ulule, que j'ai lancée du coup l'année dernière, la vache, c'est pas vite, j'ai pu réunir les fonds pour imprimer le livre, me payer un petit peu, pas énormément, mais ça va, et faire des goodies, et envoyer tout ça par la poste. Et donc c'était tout ça tout seul. Et j'étais vraiment très très content de l'engouement qu'il y a eu parce que voilà, il y avait beaucoup de personnes, ça faisait un petit moment que des personnes me disent mais est-ce qu'on peut le trouver en BD papier? Bah non, pour moi c'était vraiment un projet qui allait, comme Paye ta Schneck, rester juste sur Internet. Et on le voit d'ailleurs à la qualité des premiers dessins qui révèlent plus du storyboard que du dessin finalisé. Euh, et finalement, voilà, bah, ça devient une BD papier. Et là, je suis toujours en train de travailler dessus. J'ai accumulé pas mal de retard à cause du Covid et à cause de ma maladie, parce que j'ai la maladie de Crohn. Mais normalement, si tout va bien, il devrait sortir en librairie, parce qu'entre-temps, j'ai un éditeur, les éditions Lapin, qui ont été intéressés pour le distribuer. Il devrait sortir en librairie en septembre, du coup, début septembre. Et il sera peut-être dans les boîtes aux lettres des ululeurs et des ululeuses plus tôt, si je me débrouille pas trop mal, peut-être en août. Mais ça va être... Tout ce qui Donc concerne voilà, la production des goodies, l'expédition, etc., c'est toi tout seul aussi? c'est ça. Ok. Faire les goodies. Enfin, après, pour construire les goodies en soi, pour les produire, ça, je fais appel à des prestataires. Oui, bien sûr. Que c'est des badges, il y a une insigne qui est en métal, il y a des choses comme ça. Je fais plutôt qu'est-ce qu'il y avait, des stickers aussi. Oui, ça, je fais appel à, on va dire, à des prestataires extérieurs. Sinon, après, il y en a que je fais moi-même. Ça fait un moment que j'ai pas remis le nez dedans. Je me rappelle même plus des goodies que j'ai offerts. Mais je crois que s'il y a par exemple les marque-pages aussi, ça va être les personnes qui vont carrément imprimer la BD qui font aussi les marque avec les chutes de papier. Ah, bien. Et donc ça sera une BD qui contiendra 100 témoignages, plus une partie avec un lexique, des liens vers des assos et puis les remerciements. Et voilà. Je crois que j'ai fait à peu près le tour. Et si vous voulez effectivement en savoir plus, le Tumblr du projet est toujours existant. Et au fur et à mesure que je vais finir et finaliser les planches de BD, elles seront postées en ligne sur le Tumblr, même avant la publication de la BD papier. Donc même les personnes qui n'ont pas contribué ou qui ne pensent pas acheter la BD pour des raisons de précarité, des choses comme ça, il n'y a pas de souci, vous pourrez tout lire sur le Tumblr. C'est fait exprès. C'est chouette. Bon, mais j'attends ça avec impatience. Ce qui me coûte le plus cher, c'est la poste. Oui. Pour l'instant, j'ai pas réussi à trouver un bon compromis pour payer moins cher. Je suis en plus de 5000 € de frais d'envoi. Pourtant, c'est pas avec signature, Ouais. mais faut que je continue à chercher pour l'instant. Là, je suis un peu en mode comment je vais faire? Mais C'était un engouement impressionnant en tout cas, par rapport à l'objectif que tu t'es fixé. je m'y attendais pas du tout. En vrai, j'avais beaucoup baissé l'objectif. Franchement, si j'avais eu juste 9000 €, il y a plein de choses que j'aurais pas pu faire. J'aurais pas pu me payer en plus, déjà de base, si on était arrivé juste à 100%. Et au départ, c'était la famille, les amis, mes followers les plus assidus qui ont baïqué. Et après, c'était out of control. J'ai pas compris ce qui s'est passé. Surtout que j'avais prévu des paliers, mais je les avais pas encore dessinés. Tu sais, j'avais pas encore dessiné chaque palier pour les mettre sur le Ulule. Et du coup, à un moment donné, il y a deux paliers qui sont passés d'un coup. Et j'ai fait quasiment une nuit blanche pour dessiner les trucs. Et tu attendez, ça atteignait presque le palier d'après. J'étais en mode j'ai rien prévu. Arrêtez tout de suite. Mais
Je pense que ça, c'est, tu sais, il y avait la plus grande fierté militante, je pense que ça en fait partie. Oui, c'est pas surprenant. Mm. Entre autres. Et j'avais tagué plein d'assauts à un moment donné sur la dernière semaine et je sais pas si ça n'a pas été vu aussi. Globalement, enfin, il y a plein de gens qui ont découvert le projet Ouais, avec le Ulule aussi. oui. Et j'ai l'impression que, à part sur la version où j'ai traduit en anglais en ligne, d'ailleurs, il faudrait que je continue, où il y a eu beaucoup plus de partage, parce que je pense qu'il y a déjà une bonne base en fait de militants trans Oui. anglophones. Mais en France, j'ai l'impression de ne pas arriver à toucher, même Committed, ils en avaient rien à carrer. Je pense que enfin, je sais pas pour Committed, mais les Ouais. grosses associations qui ont des comptes avec des dizaines de milliers de followers, juste une notification, c'est des trucs qu'on regarde même pas quand on gère un compte de cette taille-là, parce que ça défile trop vite. D'accord. Donc il faut essayer de contacter par un autre biais, du courrier, un courriel, je sais pas, pour ceux qui peuvent demander un rendez-vous. Enfin, D'accord. Oui, non, mais Twitter, j'imagine. ça passe dans la masse, quoi. D'accord. Pareil pour Facebook, j'imagine. C'est possible, ouais. Mais en fait, déjà, les taguer, ça m'a embêté. J'osais pas aller en MP leur dire hey, vous Ouais. voulez pas me donner des sous? Je trouvais ça très malvenu. Non, c'est pour ça les contacts à l'intérieur. Faut parler à quelqu'un qui est dedans, en fait. Ça me fait penser à une discussion que j'avais eue avec ma Roxane sur le côté. Il y a des moments donnés, il faut pas hésiter en fait à appuyer sur des biais de culpabilisation pour les dominants. En fait. Oui, je pense. Faut pas avoir honte à des moments. Si on a que ça comme ressort, il faut. Ouais. Même si bon, d'un côté t'es là en mode ah non, qu'est-ce que je suis en train de faire? Bah, après, il y a de base en fait, oui, c'est ça, je les avais tagués parce qu'il y a un palier où j'offre en fait. Où j'offre, j'offre les BD aux témoignants, mais j'offre aussi les BD à des assos. Ouais. C'est ça, j'offre un exemplaire de Reconnaissance et puis j'offre aussi un exemplaire du guide de J'ai un ami trans. Tout ça, oui. D'ailleurs, de toute façon, il va falloir que j'envoie masse de messages à un moment donné en mode donnez-moi vos adresses postales, s'il vous plaît. Et normalement, pareil, j'ai prévu une centaine d'exemplaires de chaque pour les assos trans et pour les assos, ensuite une cinquantaine pour les assos plus connus. Même l'inter-LGBT, je vais leur envoyer un truc. Même, je pense, même le flag, je vais leur envoyer un truc parce que bon, je les aime pas, mais bon. Enfin, ACAB, toi-même, tu sais, tout ça. Mais bon, la pédagogie, c'est important. Tout à fait. Est-ce que militer te rend heureux? Ça dépend des jours. Ouais. Ou est-ce que ça augmente ton bonheur, en tout cas? C'est une question très très compliquée. On va dire que c'est pas militer qui me rend heureux. C'est vraiment pas le militantisme en tant que militantisme qui me rend heureux. Des fois, ça me fait des boosts d'adrénaline parce que j'ai de la colère, j'ai de l'indignation, alors des injustices, et puis au niveau de l'empathie, c'est très souvent c'est difficile à gérer. En fait, ça me rend heureux quand il y a des choses qui aboutissent. Quand par exemple, on a milité tellement fort et tellement dur pour le mariage, rien que pour ça, et quand c'est passé, enfin, oui, là j'étais très heureux d'avoir milité, qu'on soit tous ensemble. On ait pris tellement de temps, donné d'énergie, et qu'on se soit frotté aux forces de l'ordre, mais surtout la manif pour tous. Je me dis, ça valait le coup, ça valait la peine. Et ouais, c'est là où ça me rend heureux de militer, dans ce sens-là. Pareil, quand j'ai des adelphes, ou quand j'ai des personnes random qui viennent me voir parce que des personnes m'ont reconnu. Alors, maintenant, il y a des photos de moi sur Internet, mais avant, c'était plus compliqué. Je voulais pas trop mettre mon visage sur Internet à cause du harcèlement.
je suis dans un événement ou alors que c'est un peu plus random, qu'il y a des gens qui viennent me voir ou des adelphes en me disant ta BD ou ton travail militant, le fait par exemple que je gueule dans des threads ultra longs sur Twitter où je dénonce des choses, tout ça, ça m'a fait du bien, ou ta BD ça m'a fait me rendre compte que en fait j'étais trans aussi, ou ça a été important pour moi, ou ce que tu représentes c'est important pour moi, là je suis ultra fière. Ouais. Là ça me rend ultra heureux. C'est pas super facile à accepter les compliments. Chaque fois, je sais jamais où me mettre. Mais il y a plein de moments comme ça que je me dis, en fait, oui, ça sert à quelque chose. Je me dis, c'est utile, en fait. Que tout ce que je fais, c'est pas, je me débat pas pour rien. Ça a une utilité. Ça change des choses. Des petites choses, mais ça change des choses. Et ouais, ça me rend vachement heureux. Enfin, surtout, voilà, quand j'ai des adelphes qui sont heureux pour X ou Y raison, suite à du militantisme, ça me rend heureux. C'est une sorte de conversion. Totalement, la conversion, c'est ma vie. J'aime bien passer du temps sur le polyamour quand quelqu'un parle ouvertement de sa situation polyamoureuse. Est-ce que tu veux définir la conversion? C'est l'inverse de la jalousie, pour faire simple. C'est le fait d'être heureux, de ressentir du bonheur, de ressentir même de l'amour, de la sérénité, de la tendresse, de l'affection, quand une personne que vous aimez, peu importe la manière dont vous aimez cette personne, quand une personne que vous aimez est avec une autre personne autre que vous-même et éprouve du bonheur, est amoureux, et du coup, c'est comme si ça faisait un effet rebond. On va dire que c'est comme si voilà, on est heureux que l'autre soit heureux, tout ça pour faire simple. Par exemple, mon conjoint, donc qui n'était pas poli à la base, j'ai mis un peu du temps à lui expliquer tout ça et tout, donc ça va faire, bon, je dis conjoint, ça peut être plus compagnon vu qu'on n'est pas mariés, rien du tout. Du coup, qui n'était pas du tout poli à la base, et finalement il était poli acceptant, et puis maintenant il est polyamoureux. C'est à un moment donné, il voulait rencontrer des gens, il savait pas trop, parce que bon, il est autiste, donc c'est un peu compliqué les relations sociales. Et je l'ai mis sur OkCupid. J'ai adoré du coup faire des photos de lui où je disais non, on prend une pose plus beau gosse, comme ça, comme ça. L'aider à remplir son profil, lui donner des conseils, et puis ensuite il a eu ses premiers rencarts et du coup je l'ai déposé, et puis on se retrouve tout à l'heure, et puis après je disais oh raconte-moi tout. et le fait effectivement que lui soit finalement, maintenant ça fait 3 ans qu'il est en relation avec donc une jeune femme qui depuis le confinement finalement a déménagé avec nous, et du coup on vit à 3. Donc, pour les gens, non, je ne sors pas avec elle. Je rappelle que je suis gay. Voilà. Mais effectivement, on a une maison c'est une petite maison à la campagne avec un loyer modéré. Et puis, il y avait une pièce supplémentaire. On en a fait une chambre supplémentaire. Du coup, c'est bien. On a la possibilité de faire ça, puisque c'est pas toujours évident, mais on a sauté sur l'occasion. Ouais. Le fait qu'il soit ultra, ultra heureux avec elle, qu'il soit ultra épanoui, serein et tout, moi, je le suis aussi. Pour moi, c'est vraiment des shoots de bonheur. En général, quand je les vois comme ça, je fais oh. Juste le truc, c'est d'essayer justement de pas être et justement de pas être intrusif, de pas être au milieu de ça, de pas être vraiment trop derrière l'épaule. Ah, vous êtes mignon. Non, de laisser justement leur vie, leur intimité, leur liberté. Et donc cette jeune femme est aussi polyamoureuse. Donc voilà. C'était un peu long pour une explication de la conversion. Ouais, mais c'était très mignon, et je glissais du prosélytisme poli quand on peut. Juste C'est ça. habituer les gens à en entendre parler, parce que c'est pas tous les jours. Oui, surtout qu'on sorte un petit peu
de l'image du polyamour où c'est un mec cis hétéro qui est avec deux meufs qui sont soit cis hétéro, soit bi, et ils font un ménage à trois, et c'est du One Dick Only, le fameux, où en fait le mec c'est plus un polymale qu'autre chose. J'en peux plus à chaque juste fois. un polygame, ouais. C'est ça. J'en peux plus de cette image, quoi. Ouais. Et quand t'as la possibilité, c'est cool. Ouais. Même si il y a pas mal de... Il y a des aménagements à faire un peu. Et puis arriver à vivre avec d'autres personnes, c'est pas toujours évident, surtout quand on a des neuroatypies ou des psychoatypies, des choses. Il faut arriver à trouver, dire, bon, alors, on va tous établir nos limites. Oui. Mais c'était bien pour nous dans un sens parce que il n'y a pas de neurotypique chez nous, hein, évidemment. Mais donc on avait déjà genre des tableaux avec nos limites. On avait juste à faire correspondre les lignes du tableau Excel. Ah, c'est cool. Mm. Nous, on a hâte d'avoir une... En fait, on voudrait déménager en Suède. Truc. Pourquoi la Bon, Suède? après, alors c'est mon compagnon qui est fan des pays nordiques. Ok. De base. Moi, c'est pas trop mon truc. J'étais en mode, il fait froid. Je te vois déjà emmitouflé là, à moins un dehors. En vrai, bon, avec la testo, en vrai, j'ai pas si froid que ça. Ouais. Eux, c'est pire. Ils ont des triples chaussettes et tout ça et tout. Là, j'ai effectivement juste un petit truc par-dessus. Pourquoi est-ce que tu te bats? Et pourquoi est-ce que tu te bats? Le pour quoi, Ouais. c'est l'autodétermination, l'autonomie, globalement, c'est les droits. Vraiment, c'est pour quoi, c'est ça. Et puis des personnes, des femmes, des personnes racisées, des personnes trans, mais des personnes LGBTIA en général, des personnes handi, des personnes neuro et psycho. Voilà, autodétermination, autosupport, autonomie, droit. Globalement. Et le pourquoi en bas, c'était plus très 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 compliqué. Effectivement, c'est l'empathie. L'empathie, pas supporter les injustices, ça fait très bateau dit. J'ai pas trouvé d'autres raisons. C'est une très belle raison. Comment est composé ton réseau de soutien? Clairement, en priorité, les premières personnes à qui je pense, ça va pas être la famille, ça va être des amis et les amoureux, et les amoureux. C'est globalement un groupe d'amis très très proches avec qui j'ai refait des études de bande dessinée à Pivot à Nantes. Et ensuite, ça s'est encore plus précisé. Ça a été effectivement des personnes qui sont elles-mêmes trans, sont des mecs trans, et surtout elles-mêmes neuroatypiques et handi, qui composent clairement mon réseau de soutien. On a même fait un Discord dont on a changé le nom depuis, mais le premier nom c'était les Indestructibles. Et on essayait de se soutenir pour en disant moi je suis pas capable de faire, par exemple, d'appeler au téléphone. Est-ce que quelqu'un peut le faire pour moi? Ouais. Et on se soutient comme ça. Donc clairement, ce sont des amis et des métamours, pour reprendre le polyamour, donc, et des amoureux, qui sont mes premiers remparts, on va dire, de self-care et de soutien. Et en deuxième, j'allais dire, il y a ma mère, qui est là, même si c'est plutôt moi qui lui apporte du soutien, parce qu'elle aussi, elle a une maladie chronique. Mais oui, voilà. Et puis, non, jamais les assos. Je suis jamais, du fait de psychoatypie, de fait de mon handicap, de fait de l'identité, je suis très très peu sortie en fait, à part pour des manifs. Et j'ai un petit peu traîné dans des assos, mais finalement, à chaque fois, c'était un peu loin. Et j'ai toujours peur de re-rentrer dans des assos LGBTI, parce que souvent, c'est tout LG. Voir Et en G. fait, voire juste G. Et ça me prend beaucoup, ça me fait assez peur, et ça me prend beaucoup d'énergie, d'anxiété.
de faire les démarches pour aller là-bas, pour parler de moi. Même si j'ai pas beaucoup de mal à parler de moi, mais c'est assez éprouvant. Et finalement, en fait, je me suis jamais tournée vers des assos pour avoir du pour ces raisons. D'accord. Comment est-ce que tu prends soin de toi? Mal! Alors si, il y a des moments où j'arrive à prendre soin de moi. Mais c'est vrai qu'en général, j'ai beaucoup, beaucoup de mal à me dire: «Là, il faut que je m'arrête. Là, il faut que j'arrête de travailler ou que j'arrête de traîner sur les réseaux pour, faire de la pédagogie à des personnes qui en ont rien à faire en face». Je prends soin de moi quand je coupe les réseaux sociaux. Quand, ce que je fais, c'est aussi, j'ai la chance d'avoir un abonnement à Netflix et avant mon abonnement à Netflix, j'avais des sites de streaming, surtout avec des animés parce que je suis fan de la japanimation. J'en consomme énormément. Et du coup, je me calais avec, un plaid, un chocolat chaud et à binge-watcher, des séries et des séries entières pendant des heures. Ça, c'est vraiment et si je vais encore moins bien au niveau de ma santé, je me regarde des comédies romantiques hétéros. Je sais, c'est pas très glorieux, mais c'est pas très bon en plus. Mais souvent, les moins cringe, on va dire, les moins sexistes, les bisounours, on va dire, elles ont un côté rassurant et tu sais comment ça va se finir. Tu sais comment c'est construit. Tu sais exactement ce qui va se passer. Pour quelqu'un qui a des gros problèmes d'anxiété comme moi, c'est extrêmement rassurant. J'ai juste à poser mon cerveau à côté quand je peux pas me lever de mon lit, que j'ai mal, que j'ai des douleurs, que je suis sous médoc, des choses comme ça. Je me regarde des comédies romantiques sur Netflix et l'ultime, c'est les comédies romantiques de Noël. Et il y a toute une liste et donc comme ça, j'ai pu voir vraiment aussi des films qui étaient vraiment faits avec très peu de budget, je pense. Vu qu'on voyait que la neige, c'était de la mousse à raser, techniquement. Bon, ça sort un petit peu du film malheureusement et qu'il y avait des coupures, en fait, les différentes coupures pendant le montage, c'était des fondus au noir, toutes les 5 minutes. Et là, tu fais: il doit pas y avoir beaucoup de budget sur ce film». Bref. Ça voilà, il y a la manière, on va dire, la 1re manière soft, ça va être de dire: «Bah, je travaille pas aujourd'hui, je vais juste jouer aux jeux vidéo. Je vais me faire une journée entièrement de jeux vidéo». Ça, c'est 1re étape. 2e étape où je vais moins bien, ça va être pas d'internet et juste regarder binge-watcher des séries. 3e étape, je vais pas bien du tout, je suis au fond du lit et je regarde des comédies romantiques hétéros. Voilà. Je trouve que j'ai trouvé un intérêt aux comédies romantiques quand j'ai essayé de comprendre les interactions sociales. Parce que ça a évidemment plein de biais qui sont sexistes, mais quand on essaye de comprendre comment la société fonctionne, c'est ces biais-là qu'il faut comprendre. Et du coup, c'est pas un plus mauvais système qu'un autre. Et un des livres qui m'a aidé à comprendre les interactions sociales au quotidien, c'était Les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus. Ça a été mon apprentissage social, en fait. Évidemment lu avec recul, quoi, parce que c'était... Enfin, c'est vraiment extraterrestre. Mais oui, oui, c'est un grand classique de la vision effectivement de comment doivent être les interactions sociales, de comment on doit être une femme, de comment on doit être un homme en type d'interaction sociale. Mm. C'est limite de la science-fiction. Mais oui. Oui, mais non, je comprends tout à fait, effectivement. Je pense que c'est effectivement en regardant. Alors, je sais que j'essaye de pas en regarder tout le temps. C'est vraiment quand je vais pas bien du tout que j'en regarde parce que justement, on internalise des biais. Même si on se dit: je suis déconstruit, j'ai du recul». Oui. Mais on internalise quand même énormément, énormément de choses de ce que ça raconte malheureusement. Et ça peut ne pas du tout aider l'estime de soi et le fait d'être rassuré par tes relations amoureuses. Oui. Particulièrement.
il y a par exemple quelque chose, que ce soit dans les comédies romantiques ou les teen movies, les comédies romantiques d'ados, des choses comme ça, souvent quelque chose qui revenait que je ne comprenais absolument pas, c'était ah, la jeune femme a trouvé des magazines porno ou des cassettes vidéo porno, parce que oui, ça date. Ah, elle réagit de la manière comme si le mec l'avait trompée. Elle est furieuse. Tu es en mode, mais pourquoi? Je comprends pas. C'est pas comme si t'avais trompé, c'est sa main et du virtuel, quoi. C'est normal la masturbation, non? Son but Et était de puis ne pas te tromper. après, plus tard, j'ai compris que bah, c'était surtout l'Amérique et que l'Amérique, ils étaient puritains et que la masturbation, c'était mal. Est-ce que tu t'habilles quand tu es confiné? Ça dépend. Euh, on va dire que je suis auto-confinée depuis 1 an Mhm. et que même à cause effectivement de ma maladie, puisque j'avais eu vent des fameux quotas que quand les médecins étaient croulés en fait tous les patients Covid et que ben, entre 2 personnes qui sont en train de mourir et une personne du coup, imaginons qui est valide, qui n'a pas de maladie, et une personne euh, qui a pas mal de maladies ou pas mal qui est polyhandicapée, des choses comme ça, il va plutôt choisir la personne valide. Donc je me dis, bon, euh, même si je n'ai pas de maladie respiratoire, je vais éviter de tomber malade. Donc même si je m'habille, donc je suis confinée, donc je m'auto-confine. Et même avant d'être auto-confinée, je suis un auteur de bande dessinée. Ce qui implique que je sors excessivement peu de chez moi. Et en plus de ça, je suis toquée et j'ai une énorme anxiété sociale qui rajoute des choses qui fait que j'ai beaucoup de mal à sortir de chez moi. Donc ça dépend des jours, ça dépend. Je sais que prendre ma douche et m'habiller en me levant le matin, ça me permet de me dire, allez, je suis dans des bonnes conditions pour travailler, comme si j'allais au bureau. J'essaye d'avoir des horaires de bureau pour me stabiliser. Parce que si j'en ai pas, au bout d'un moment, ça impacte ma santé mentale. Le fait de travailler la nuit, d'être décalé, euh, au bout d'un moment, ou de ne pas arriver à travailler comme je veux dans des horaires très cadrés, ça impacte ma santé mentale et je suis dépressive. Et j'ai réussi, globalement, j'ai réussi à... Je sais que c'est toujours là, mais globalement, ça me pourrit plus la vie. Mais par contre, bah, ça peut me mettre dans un état dépressif si j'arrive pas à faire toutes les choses que je veux dans la journée et si du coup je suis décalée. Euh, mais sinon, si j'ai pas d'obligation de travail, non, je m'habille pas en fait. Genre quand je dis m'habille pas, trigger warning nudité, que je suis naturiste de base en fait. Et j'ai pas de vis-à-vis chez moi. Donc, et plus la testo, j'ai beaucoup moins froid maintenant. Donc des fois, je me lève, bah, je m'habille pas, je dors nue. Du coup, des fois, je me lève bah, pour ouvrir au chat, pour ouvrir les volets, des choses comme ça. Et puis j'oublie, en fait. J'oublie. Et puis je me mets à bosser. Et puis des fois, il est 18h et je suis toujours à poil devant mon PC, à me sentir, oups, je crois que j'ai oublié quelque chose. Donc voilà. Est-ce que tu te décris heureux, fier, fatigué, serein, autre chose? Ah, fatigué, on va dire, fatigué déjà de base, tout le temps. Serein, pas du tout, pour toutes les raisons citées. J'ai jamais été serein, je pense, de ma vie, peut-être à de rares occasions. Fier, oui, ça par contre, oui, fier de, pas forcément parce que syndrome de l'imposteur, mais pas forcément de mon travail, même si on me dit que je devrais l'être. Par contre, je suis fière de qui je suis, de là où j'en suis arrivée, de ce par quoi je suis passée, ce à quoi j'ai survécu. Et juste fière d'être trans, fière d'être gay, ça c'est vraiment quelque chose qui est qu'on m'enlèvera pas. Je suis, je suis out par rapport à ça, et j'en suis vraiment fière. Et
C'est quelque chose de très important. Heureux, oui, on va dire globalement. Ça va vachement mieux depuis une dizaine d'années, grâce à toutes les choses dont on a parlé avant. Grâce au fait que je fais enfin le métier que je veux, que je peux le faire dans de bonnes conditions par rapport à mon handicap, et que majoritairement, ça va de mesure... Bon, à part la pandémie, et à part le fait que y a beaucoup de personnes que je peux pas voir en ce moment, d'autres, mes autres amoureux, pas se voir, ça commence effectivement à me manquer et que j'ai très peur en fait pour eux, pour les personnes que j'aime à cause de cette pandémie. Mais sinon, ça va de mieux en mieux pour moi, au niveau personnel et professionnel. Donc oui, je pense que oui, je peux dire que je suis heureux. Cool. Conclusion. Et maintenant, est-ce que tu as des conseils à donner? Est-ce qu'il y a des choses que tu aurais aimé voir ou savoir avant? Tiens, si je parle à mes adelphes trans et non-binaires, prenez votre temps sur votre transition. Je vous dis pas ça dans le sens de ne pas avoir envie qu'il y ait tout de suite, plus dans le sens où il y a certaines personnes qui peuvent vous pousser à vous définir tout de suite, à vous pousser à dire: «Ah mais ça y est, tu t'es défini, donc maintenant il faut que tu passes par toute cette suite d'étapes. Il faut que tu le fasses, sinon tu n'es pas vraiment trans». Non. Ne laissez pas les autres vous définir. Des personnes autour peuvent vous donner des conseils, mais il faut que ça reste juste des conseils, et des conseils désintéressés, pas des avis. C'est vraiment très important. N'hésitez pas à poser des questions, à vous faire un entourage bienveillant. N'hésitez pas à couper les ponts avec les personnes qui, même si c'est des personnes de votre famille, même si c'est des amis de longue date, qui sont passives-agressives avec vous, qui sont carrément malveillantes, qui sont carrément nocives. N'hésitez pas, ne culpabilisez pas. Vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Donc, c'est avec toutes les personnes, tous les témoignages que j'ai pu faire, toutes les personnes, tous les adelphes avec qui j'ai pu discuter, je me rends compte que c'est vraiment ça le plus important. Essayez de, si vous pouvez, de bien vous entourer. Et dès que vous sentez qu'il y a des personnes qui vous font sentir mal, que ce soit en vrai ou même en ligne, hein, dans des groupes ou des choses comme ça, essayez pas plus. Vous embêtez pas. Vraiment, vous embêtez pas. Et ce que j'aurais aimé savoir, pour continuer, parce que là ça rejoint, j'aurais aimé voir plus... Enfin déjà, j'aurais aimé savoir que les hommes trans existaient. J'aurais aimé savoir que la masculinité trans, enfin en tout cas les hommes trans, ne sont pas quelque chose de complètement, on va dire, pas immuable. Il n'y a pas une image de ce qu'est censé être un homme trans. On n'est pas... J'aurais aimé savoir qu'on n'est pas obligé de ressembler à des hommes cis ou de vouloir être des hommes cis. J'aurais aimé savoir que les hommes trans, c'était pas forcément hétéros. J'aurais aimé voir des photos d'hommes trans gros, sans mamec ou avec mamec, mais pas forcément des cicatrices magnifiques, même si même les personnes qui ont eu des mamecs, entre guillemets, qu'ils considèrent ratés, voir des hommes trans qui ne sont pas blancs, obligatoirement, qui ne sont pas forcément valides, qui ne sont pas forcément masculins, qui n'ont pas peur de leur part, enfin, qui n'ont pas de soucis forcément avec leur part de féminité. Attention, c'est pas une injonction. Non. J'aurais aimé voir des hommes trans qui n'ont pas forcément de soucis effectivement avec leur féminité, ou même qui embrassent leur féminité. J'aurais aimé savoir que la non-binarité existait aussi. Et j'aurais aimé savoir qu'on n'était pas obligé de faire des chirurgies, qu'on n'était pas obligé de prendre des hormones, qu'on n'était pas obligé d'avoir de passing pour être trans et pour être légitime à être trans. Merci beaucoup.
De rien. C'est un très beau souhait et c'est quelque chose qui revient à chaque fois que je pose la question. Et c'est une des raisons de la création du podcast, de, de montrer la diversité des, des personnes trans et des parcours. Où est-ce qu'on te trouve? Comment est-ce qu'on te suit? La majorité du temps sur Twitter. Ensuite, un peu moins souvent sur Facebook, Insta et Tumblr. Insta, je vais essayer d'y être plus souvent parce qu'apparemment c'est l'endroit, le must-have où tout le monde est, sauf que moi je n'ai pas de smartphone et je compte pas en acheter, donc ça complique les choses. J'allais dire, je crois que je suis sur presque tous les réseaux sociaux, hors les applications de smartphone qui ne sont uniquement sur les smartphones. C'est assez marrant ton intérêt, ta réflexion sur Instagram. C'est que là, je crois que c'est le sixième entretien que je fais pour le podcast. Toutes les personnes sans exception m'ont dit Twitter, et j'ai un compte sur Instagram mais j'y mets jamais rien, ou j'ai un compte sur Instagram et j'aimerais y poster quelque chose, ou je vais m'y mettre. Personne en fait n'est sur Instagram. D'accord, je pense, parce qu'à chaque fois, enfin, je vois tous mes collègues auteurs BD, illustrateurs, tout ça. Ouais. Et ouais, il y a du monde quand même. Et puis même, c'est comme ça que quelqu'un m'a trouvé pour du boulot aussi, mais complètement par hasard. Donc et apparemment, maintenant, les éditeurs, ils checkent sur Instagram, en fait, pour les BD. Il va falloir que je m'y mette. Ouais. Donc j'ai même un profil LinkedIn. Un vieux profil LinkedIn. Ça ne sert à rien, mais voilà. Qu'est-ce que tu as prévu une fois que Reconnaissance sera terminé? Est-ce que tu as déjà des projets? J'en ai. Après, on va dire, mon premier projet, c'est de retrouver du boulot après Reconnaissance. Enfin, de trouver d'autres contrats, puisqu'en tant qu'auteur de BD, on est un féodé, en fait, au contrat qu'on a. Bon, je suis aussi illustrateur, qui aide, en fait. Mais on va dire qu'il y a potentiellement, j'en saurai plus en septembre, donc je peux pas en dire plus pour l'instant. Mais un projet, si tout se passe bien, il y aura un projet qui sera publié dans 2 ans. Ça sera autour de la transidentité aussi. Et ça sera chez un éditeur. Voilà. Donc après, on va dire que pour l'instant, je croise les doigts. Pas tant pour la personne qui m'a démarché parce qu'elle était très intéressée, mais plus sa hiérarchie qui l'embête et qui n'est pas très fan de faire des trucs sur ce sujet, en fait. Donc j'en saurai plus à la fin de l'année, au début de l'année prochaine. Et si du coup, si ça se fait, ça sera soit publié en septembre 2022, soit au pire en septembre 2023, si ça se fait. Donc ça serait très 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 cool. Et sinon, j'avais pas mal en fait en 2020, avant qu'il y ait la pandémie, j'avais énormément de choses qui étaient prévues. J'avais plein de conférences sur la représentation des personnes trans dans les médias, entre autres, qui étaient prévues. J'avais des dédicaces, j'avais pas mal de choses comme ça, et donc c'était reporté une date ultérieure. Pas mal de participation à des festivals féministes. Donc voilà. En termes de projets, il y a énormément, j'ai une liste de projets longs comme le bras, de projets perso ou d'idées perso de mon côté. Après, c'est toujours la question du quand est-ce que je trouve le temps de m'y mettre? Parce que c'est pas forcément des choses qui sont rémunérées immédiatement. Je laisse juste le suspense pour l'instant, mais j'ai hâte en fait d'avoir terminé Reconnaissance et de passer à autre chose, même si effectivement le Tumblr restera ouvert, quoi qu'il en soit. Et peut-être qu'il sera repris par quelqu'un d'autre. Je me tâte par rapport à ça. Même si c'est ma création, je me pose beaucoup la question de ne pas le laisser effectivement
comme le projet Crocodile, pas le laisser Stagné. stagner dans un coin et le passer à une autre personne concernée, peut-être à une personne racisée. J'aimerais beaucoup. C'est ce qui manque cruellement. Même si là, on a eu il n'y a pas longtemps un livre qui est sorti qui s'appelle Afro-Trans, avec Oui, des témoignages. je viens de le recevoir, Donc, je l'ai pas encore lu. je viens de le commander à Case Rebelle. Achetez-le, c'est bien. On mettra le lien. Soutenez. Mais voilà, pour l'instant, et j'ai très très hâte en fait d'avoir fait le tour de pas mal de choses militantes en bande dessinée. J'ai envie de dire, j'ai envie de, en fait, de devenir un vulgarisateur en bande dessinée sur des sujets militants. Et pour ensuite pouvoir bosser sur des projets vraiment extrêmement personnels, avec des histoires complètement perso de fiction que je remise dans mes tiroirs depuis presque 20 ans. Mais je sais que je pourrais pas travailler dessus tant que j'ai vraiment pas un pied partout en termes d'édition. Jusqu'à présent, j'avais déjà essayé de les démarcher directement. Et ça a marché parce que je suis pas connue. Ouais, je vois. Avant, j'aurais dit, vous pourrez trouver le Tumblr Résonance Bleue, mais je crois qu'il y a eu un problème et on voit plus les images. Donc, je mettrai. Sinon, vous pouvez trouver sur mon blog, sur Blogspot, j'ai un blog qui s'appelle Les Fibres Noires, où c'est un peu mon journal intime, carnet de croquis, il y a un peu tout et n'importe quoi dessus. Et il y a normalement Résonance Bleue dans les recherches. Vous devrez pouvoir le trouver, ou juste bleu. Et vous aurez des aperçus de croquis d'un projet qui me tient énormément à cœur, qui serait un one-shot. Par contre, qui serait pas drôle du tout, je vous dis tout de suite. Ça se termine mal. Voilà. Il y aura 200 pages et ça sera en monochromie bleue et ça se termine mal. On mettra le lien Et aussi. c'est du fantastique. Voilà. Pourquoi The Fox? Ah. Est-ce que en plus de poly et naturiste, t'es furry aussi? Oui, je suis furie. Mais ça, on va dire que je me suis... Enfin, j'avais pas connaissance que le Fury existait. J'ai toujours été... Avant de faire du Fury, puis... j'ai toujours été passionnée par les renards. J'ai toujours dessiné des renards parce que je trouvais ça, de toute façon, plus facile à dessiner que des humains. On va dire que mon premier crush en termes de renard, et du coup, quelque part, ça relate en termes de Fury, c'est le dessin animé français, pas que français, je crois d'ailleurs, qui sortait dans les années 90 et qui s'appelle Moi, renard. D'accord. Le personnage est un peu un connard, mais j'étais fascinée. J'étais complètement fascinée. Et à partir de là, j'ai commencé à beaucoup, beaucoup dessiner de renards. J'avais vu aussi le bois de Katsu, c'était beaucoup plus traumatisant. Oui. si les personnes qui ont vu le dessin animé sauront. Des animaux qui fuient leur forêt qui a été vendue par des promoteurs immobiliers jusqu'à un endroit où c'est une zone protégée, mais il y en a la moitié qui meurt en chemin. Voilà, et c'est pour les enfants. Je pense que c'est ça qui a fait que je suis devenue végane aussi. Et dans la protection animale, je pense que ça aide. Et Babe aussi, le film Babe. Du coup, oui, j'ai toujours dessiné renard. J'ai toujours été fascinée par les renards. Ça a été vraiment un intérêt spécifique très, 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 très fort, qui a fait que naturellement, quand j'ai repris des activités d'illustrateur, d'auteur, tout au début, j'ai voulu absolument mettre ça dans mon nom, même si je savais que c'est pas du tout original. Et avant ma transition, c'était Miss Fox, forcément. Donc, au moment où j'ai fait mon coming out, et je me dis, il faut que je change tout, il faut que je change mes pages, je me dis, bon, qu'est-ce que je fais Est-ce que je garde le vieux nom? Ça fait quand même un peu ado, c'est quand même pas très original. Finalement, je l'ai gardé, et donc c'est devenu Laurier The Fox. Et voilà, pas très original, mais finalement, c'est devenu un peu
C'est plus un nom doudou d'une époque lointaine. Et c'est vrai que c'est resté. Et bien plus tard, je crois que ça fait que 3 ans que j'ai découvert la communauté Fury. Et j'ai fait ah d'accord. Parce que pour moi, effectivement, avec les Disney et les animaux qui parlent et qui sont anthropomorphisés, pour moi, c'était normal de dessiner des animaux anthropomorphisés, du coup. Voilà. Et puis, bah, la communauté Fury, j'y suis pas trop. J'y ai surtout dessiné du Fury BDSM, un peu. Mais c'est encore un autre réseau social, entre guillemets. Ça demande encore du temps, de l'énergie, parce que, l'air de rien, j'ai l'impression que ça me demande autant de temps et d'énergie de voir des gens en vrai que de me mettre en condition pour discuter avec eux sur Internet, que ce soit des gens que je connais pas ou que je connais. Oui, Ça me tout à fait. demande les mêmes efforts, on va dire, d'énergie sociale et même physique. C'est un peu. Donc du coup, j'y suis pas beaucoup. Je comprends. Merci beaucoup, Laurier, pour ton partage, ton amitié et ton œuvre militante. Je suis certaine que ce sera un outil précieux pour faire connaître, reconnaître et comprendre nos vies. N'hésitez pas à partager cet épisode et tous les autres autour de vous. Mettez des likes, des étoiles et des pouces là où vous pouvez. Tout ça aidera à la visibilité et l'acceptation de nos voix trans, une oreille à la fois. Et n'oubliez pas, si vous pensez être seul au monde, que tout le monde s'en fout ou personne ne comprend, il y a une communauté prête à vous soutenir et qui n'attend que vous. N'ayez pas peur d'appeler à l'aide, que ce soit ici ou ailleurs. Merci d'écouter nos voix trans. Bonnes vacances. Et de toute façon, j'ai bossé en amont parce que, à cause de la fatigue et plein d'autres trucs, j'ai eu une très mauvaise mémoire. Du coup, j'ai dû moi-même refaire des recherches sur, sur des trucs que j'avais postés en mode quand est-ce que j'ai fait mon coming out? Ça, je comprends complètement. Moi, j'ai fait un fichier avec genre toutes les dates. Et à telle date, j'ai déposé mon dossier. À telle date, voilà, parce que I feel you. on garde que les bons souvenirs. Et moi, je vais essayer de ne pas forcer si tout va bien. Ça va m'échauffer la voix en même temps, ce sera bien. Sinon, essaye de peut-être de faire de l'ASMR. C'était un peu l'idée, ouais.